Donc aujourd'hui on va utiliser une amorce gros poisson, une amorce destinée pour le canal souvent, ou la rivière, parce que c'est une amorce extrêmement collante. Donc on va peu l'humidifier pour éviter justement d'avoir une amorce trop collante, pour éviter qu'elle s'envase ou qu'elle ne fasse pas son travail. Donc on part sur de la championne feed Lucas, ou Locas, je ne sais pas comment on dit, la Wonder Big Brain. Donc c'est une amorce qui me restait à consommer, donc je ne l'utiliserai pas au canal la prochaine fois, donc je vais la consommer ici dans les temps. On a une granulométrie assez balèze quand même. Je vois qu'il y a du maïs concassé. Je vois qu'il y a du tourteau de maïs. Et de la farine de biscuit. Tourteau de maïs, farine de biscuit. J'ai pas regardé la composition exacte, hein, donc je sais qu'il y a de la graine concassée. Un peu. Beaucoup de maïs. Donc on va voir comment elle réagit en étang. Donc il ne faut pas la mouiller trop excessif. Ce qu'on recherche, c'est une amorce assez légère quand même pour le poisson blanc. Donc là, pour le mouillage de l'amorce, on va y aller en plusieurs étapes. Donc la première étape, on y rajoute forcément de l'eau. On mélange bien comme il faut. On brasse. On fait des grandes brassées. Donc là, je peux constater déjà que le dosage d'eau est vraiment très très bon. Mais ça ne suffira pas. Pourquoi? Parce que mes amorces, je les laisse reposer un bon quart d'heure après avoir mouillé la première fois l'amorce. Donc là, on mélange comme il faut. On a déjà une amorce qui est vraiment pas mal pour un premier mouillage. Elle est friable. Elle n'est pas encore passée au tamis. Elle se comporte déjà très très bien. Pour une amorce gros poisson, je trouve que la qualité est vraiment présente quand même. Donc voilà. Donc là on va la laisser reposer 15 minutes, 20 minutes, le temps que les farines absorbent l'eau. Et on repassera sur un second mouillage, moins abondant certes, mais il faut le faire. Donc là on se retrouve pour réhumidifier l'amorce. Donc là j'ai laissé gonfler le temps de manger pendant la pause midi. Donc elle est encore très très friable. On va y rajouter un peu d'eau, pas beaucoup, étant donné que la première fois elle avait déjà bien été mélangée. Donc là, il en faut peu pour réhydrater le mélange. Donc après c'est une amorce très simple, hein. Il n'y a pas de mélange de terre de Somme, terre de rivière. Donc là, elle se comporte extrêmement bien. Donc on va rester sur cette amorce aujourd'hui. Donc j'ai vu dans les temps qu'il y avait déjà de l'activité, donc ça va aider pour la pêche. Il y a déjà de l'activité de carpeau, carassin, éventuellement du carassin. Donc une amorce comme ça pour le carassin et éventuellement les gros gardons, ça fera largement l'affaire. Donc là j'ai décidé de tamiser mes èches parce que ça fait un moment que je les ai, donc il faut les passer. Je les mets au tamis, donc on va récupérer tout ce qui est gozer vivant. Et les casters, je vais les utiliser probablement dans l'amorce pour faire une cheminée de gozer qui remonte en surface pour éventuellement tirer le rotangle et le petit gardon. Donc là, je viens de tamiser mes casters et mes asticots, gozer, multicolores. Il reste peut-être quelques casters, mais franchement la différence c'est extrêmement notable. C'est-à-dire que là, nous avons les casters, tout ce qui est asticot prêt à se transformer en mouche, qui seront destinés à
être mélangé avec la morse pour le gardon de surface et tout ce qui est poisson blanc. Donc là, il n'y a pas photo. Nos èches sont très bien triées, donc là c'est un reste, hein, donc il n'y aura pas grand chose. Mais pour éviter le gaspillage, il faut utiliser ce qu'on a en stock. Ça sert à rien d'acheter à répétition quand on a ce qu'il faut pour faire le travail. On va voir ensemble aujourd'hui comment faire une ligne au bord de l'eau quand on fait sur le tas, quand on voit l'étang. Donc là il n'y a pas beaucoup de fond, c'est un étang privé. On va faire une ligne en 12 centièmes Cresta sur un kit light avec un élastique hybride de 1,2 mm. Donc moi je pêche au dacron. Je reviendrai plus en détail sur une vidéo comment on monte un dacron sur un élastique et surtout comment on y rajoute une ligne sur un dacron. Il y a énormément de personnes qui me demandent comment on adapte une ligne sur un dacron. Pour les connaisseurs, c'est extrêmement simple, mais pour les débutants, ça peut être quelque chose de difficile. Donc je vous ferai voir ça un autre jour sur une vidéo dédiée. Voilà, donc quand on a goûté au dacron, après les connecteurs, en général, on revient pas en arrière. À part sur les petits connecteurs Stomfo qui sont extrêmement pratiques, très rapides. Mais si on veut un connecteur fiable, soit on part sur du tout petit connecteur Stomfo ou autre, hein, soit on part sur du dacron. Voilà. Donc le dacron c'est un nœud qui se base sur la friction. La friction sur le dacron, c'est que tant qu'on est tendu, tant qu'il y a une tension minimum, et ben, il y aura de l'accroche. Donc, à ma connaissance, il n'y a pas beaucoup de fond. Bon, j'ai sorti un kit long par contre pour aller chercher le poisson un peu plus loin. Je vous présenterai la canne juste après. Là, je vais rester sur une ligne de maximum 2 mètres, 2 mètres 20, je pense. Peut-être 2 mètres 40, histoire de sacrifier mon nylon là où je vais pincer mes plombs. Bon, avec les dents du 12 centième, ça passe nickel. Bon, je vais utiliser aujourd'hui un flotteur en 0,30 de marque néerlandaise, JVS pour les connaisseurs. Donc, très simple, hein. On passe son nylon dans l'œillet. On vient récupérer un petit morceau de gaine d'environ 2 mm. On vient passer la gaine dans son nylon. Voilà. Par contre, la première gaine, il faut pas faire comme je faisais avant, c'est-à-dire une grossière erreur. Il faut la laisser à peu près à 1 cm du corps du flotteur, pour éviter que le nylon fasse une tension sur le balsa et que le balsa s'abîme, tout simplement. La deuxième gaine par contre, très simple. La deuxième gaine, elle va venir au milieu du flotteur, de la quille, pardon. Donc, au milieu de la quille, peut-être un peu plus, voilà, comme ça.
Et la troisième gaine, par contre, elle c'est spécial, il faut assurer une longueur. Environ 2-3 cm de gaine pour la dernière. Je vais vous expliquer pourquoi. Même procédé, on passe le nylon dans la gaine. Voilà. Donc pour cette dernière, pareil, on la met sur la quille. Et il faut faire moitié-moitié. Donc on va mettre la moitié de la gaine sur la quille. On met la moitié de la gaine sur la quille et l'autre moitié on la laisse à disposition sur le nylon. En fait c'est pour éviter que la ligne s'en mêle. Enfin du moins ça évite énormément d'emmêlements inutiles. Donc quand c'est comme ça en fait, le nylon lui il va faire une sorte d'amortisseur et il ne passera pas au-dessus. Le fameux emmêlage comme beaucoup connaissent, c'est-à-dire, vous voyez, il ne faut pas que le bas de ligne ni autre passe au-dessus du flotteur et crée un emmêlement qui est largement évitable d'ailleurs. Donc là on va procéder à la plombée. Donc là j'utilise un 0,30. Il n'y a pas beaucoup de vent, une légère pluie, donc on va passer sur un 0,30 large antenne pour la vision des touches. Donc par contre aujourd'hui je vais utiliser des plombs dits cylindriques. C'est du plomb plus ou moins tubulaire en fait. Des numéros 10 chez Preston Innovation. Ça devrait déjà faire l'affaire. Je vais d'abord mettre peut-être deux plombs numéro 8 pour une plombée principale, peut-être même 3. Alors, chose importante, vos plombs, il faut vous les placiez sur le bas de votre ligne, vraiment sur le bas de votre ligne. Évitez les dents, ça sert à rien. Il faut y aller à la pince parce que ni vous ni moi n'aimerait choper une maladie qui s'appelle le saturnisme. Renseignez-vous sur internet. Puis même pour la santé de vos dents, mettre du plomb avec les dents, c'est vraiment pas conseillé du tout. Si vous voulez éviter des problèmes inutiles, encore une fois. Donc là, je vais y mettre un deuxième plomb sur la plombée principale. Il faut pas avoir des doigts de gorille. Hein. C'est des plombs très tendres. Nickel. Bon, par contre maintenant je vais passer sur deux plombs numéro 10, toujours chez Preston Innovation. Et on va essayer d'équilibrer la ligne à la perfection pour que les touches soient très très propres. C'est une ligne assez légère quand même, hein, 0,30 en étant qu'il n'y a pas beaucoup de fond. Il doit y avoir quoi, 90 cm d'eau, donc une plombée légère avec une ligne très légère, ça devrait faire l'affaire sur la pêche du gardon. On va tester ça. On constate qu'il manque un plomb, le corps du flotteur dépasse légèrement, donc on va mettre un numéro 10 voire 11 supplémentaire sur la ligne. Donc on va reprendre la plombée, car il manque un plomb pour que l'équilibrage de la ligne soit vraiment parfait. Donc là par contre, on va passer sur un tout petit plomb de touche, un numéro 11. Pareil, toujours rester sur du cylindrique. Quand on commence une ligne avec du rond ou du cylindrique, faut pas mélanger les plombs. Hein. Si vous commencez à faire une plombée principale avec du plomb rond, bon après ça peut faire l'affaire, mais c'est soit on fait l'un, soit on fait l'autre. Donc là par contre, je vais utiliser ces deux plombs pour du plomb de touche. Voir si je pêche avec de la traîne.
Le plomb de touche sera très utile si je dois pêcher avec de la trompe. Bon. Voilà. Donc celui-là n'est pas parfait, donc je le supprime. Quand ça va pas, faut pas hésiter à corriger le tir. Hein. Donc là, on va remettre le plomb. Et après vérification, je vous montrerai comment faire la plombée pour la pêche du gardon en étang. Donc là on vérifie la plombée. Elle n'est pas encore parfaite. Donc je vais y remettre un plomb numéro 11 pardon. Et mon plomb numéro 10, j'aimerais le mettre avec le numéro 8 dans la plombée principale. Vérification. Donc là vous voyez pas à l'image parce que j'ai pas de zoom sur cette caméra, mais le corps du flotteur est intégralement sous l'eau. C'est-à-dire que là, la moindre touche, normalement, si c'est du petit gardon, ça devrait couler. Donc à présent, on va finaliser la plombée. Donc, sur une plombée principale de numéro 8 de chez Preston Innovation, qu'on va remonter un petit peu de peut-être maximum 40 voire 50 cm max de l'hameçon pour pouvoir avoir une ligne équilibrée sur de la petite profondeur. Hop. Il ne faut pas coller ses plombs sur une même lignée, il faut laisser environ 1 mm entre chaque plomb pour éviter d'avoir des lignes trop rigides au niveau de la plombée, sinon ça ne sera pas fluide. Et ces deux petits plombs numéro 11, je vais m'en servir pour les plombs de touche. Donc maintenant, quelque chose de très important, je vois énormément de pêcheurs qui ne le font pas. Je vais sacrifier mon morceau de nylon là où j'ai là où j'ai pincé mes plombs, pardon, pour éviter toute erreur. C'est-à-dire qu'en fait, là où j'ai pincé mes plombs, il y a une le nylon s'est fragilisé en fait, il s'est abîmé. Donc pour éviter des cosses inutiles, on va sacrifier la partie du nylon qui a été pincée. Donc là, on sent de toute façon au toucher. Hein. Quand vous coulissez votre nylon entre vos doigts, vous sentez très bien l'endroit où vous avez pincé vos plombs. Donc c'est clairement une zone de rupture. Donc là, on va couper tout ça. Voilà, ici. Vos chutes de nylon, mettez-les à la poubelle. Le bord de l'eau n'est pas une déchetterie. Et j'ai pas envie de voir des oiseaux d'eau ou des batraciens coincés dans du nylon et morts au bord de l'eau. Ça se respecte. Donc, là on est sur de la ligne à blanc classique. Hein. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va préparer notre bas de ligne. On va lui faire une petite cocarde, la plus petite possible. Avec du très petit nylon, c'est pas évident pour les personnes qui ont des grosses mains. Et après, bon, c'est l'habitude. Hein. Voilà. Donc là, j'essaye d'avoir une boucle de maximum 1 cm. C'est le mieux. Ça évite encore une fois des emmêlages inutiles. Hop. Encore une fois, le bout de nylon poubelle.
Donc là notre corps de ligne est prêt. On va y mettre un bas de ligne tout fait, hein, parce que bon, les bas de ligne en temps normal je les fais moi-même, mais souvent du commercial fait largement l'affaire. Donc nous sommes sur un corps de ligne en 12 centièmes et on va y présenter en bas de ligne un hameçon numéro 18 en 10 centièmes. Pourquoi un écart de diamètre? C'est évident pour beaucoup, ça ne l'est moins pour d'autres, c'est-à-dire qu'en fait en cas de problème, c'est le bas de ligne qui casse. Donc vaut mieux perdre un bas de ligne qu'un flotteur quand même. Donc je vais vous présenter la ligne qui, une fois terminée, reste une ligne à blanc très basique pour un étang calme, peuplé éventuellement de carpeaux. Donc faut jouer avec un élastique très tendre du coup, c'est pour pas perdre des bas de ligne tous les 30 secondes sur les gros carassins ou les carpeaux, mais du 10 centièmes en bas de ligne déjà c'est déjà pas mal, donc ça devrait le faire. Donc je vous présente la ligne. Nous sommes sur un bas de ligne de 20 cm en 10 centièmes, hameçon de 18 micro ardillon. La plombée principale se situe à environ 40 cm de l'hameçon. Pour avoir un équilibrage dans si peu de profondeur, c'est bon. Nous avons deux petits plombs de touche à la limite du montage du bas de ligne, juste au-dessus des boucles, qui va permettre une coulée du flotteur beaucoup plus intéressante sur la touche. Puis ici, il y a besoin de pêcher avec de la traîne. Le plomb de touche sera éventuellement posé dans le fond et le bas de ligne, lui, sera beaucoup plus libre pour que le poisson puisse taper dessus et provoquer les touches en étant beaucoup moins méfiant. Donc aujourd'hui on va pêcher beaucoup à l'asticot, donc du gozer rouge, blanc, jaune, peu importe. Je pense que le poisson sera réveillé. Hier nous avons eu une journée très chaude pour un début avril, un peu anormal donc. Et aujourd'hui ça s'est un peu rafraîchi, mais c'est pas non plus une chute brutale des températures. Donc je pense que le poisson n'a pas eu de choc au niveau des températures et de l'ensoleillement. Donc la pêche devrait être facile. Donc on va aller tester ça, on va préparer l'amorce ensemble et puis je vais vous montrer comment amorcer. Donc là je vais vous présenter la canne au cou que je vais utiliser aujourd'hui. Donc c'est une canne au cou Browning qui est normalement destinée au carpodrome. C'est une 9,50 m, extrêmement légère, très rigide. C'est une canne qui fait 475 grammes. Bon, c'est une canne très légère. Donc là, on va utiliser cette canne aujourd'hui sur du petit poisson et elle fera très largement le travail sur les carpeaux, les carassins. Donc sur du poisson bonus, elle fera largement son travail. C'est une canne que j'apprécie énormément pour la pêche du blanc, car très légère. C'était la Browning Margin Extreme. C'est une exitant toujours. Donc on va utiliser cette canne aujourd'hui à 9,50 m.